Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alegria Real Estate. Mon nom est Lisa. Aujourd'hui est une vidéo un petit peu différente puisque c'est une interview. Aujourd'hui, donc, je suis avec Isabelle qui est consultante en tout ce qui est administratif pour acheter ici de l'immobilier. Donc je vais lui poser pas mal de questions et elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, moi je travaille pour Alegria. Alegria qui existe donc depuis 2011. On est une agence immobilière sur toute la Costa Blanca et on est aussi constructeur. Isabelle, que fais-tu ? Ben, moi, mon travail, pour dire la vérité, en France, il n'y a pas l'équivalent. Ok. Donc, moi, mon travail, c'est de m'occuper des personnes qui vont acheter un bien ou vendre un bien en Espagne. Et je fais en amont le travail que ferait un notaire en France parce qu'il faut que les gens sachent que la fonction du notaire espagnol n'est pas la fonction du notaire français et que les démarches sont différentes, dont l'importance d'avoir une personne comme moi ou un avocat qui puisse les assister pendant tout le processus de l'achat de la maison. Donc tout d'abord, première question, que faut-il savoir avant d'acheter une propriété ici en Espagne ? Eh bien, moi je dirais d'abord qu'avant que la personne qui va acheter signe quoi que ce soit, elle devrait savoir si le bien qu'elle va acheter est complètement légal. Parce que, hélas, il y a eu dans le passé des abus et il y a eu beaucoup de maisons qui ont été construites et qui n'avaient pas tous les permis de construire. Donc, moi je conseillerais aux gens, avant de se positionner complètement sur un bien, c'est déjà de se renseigner et évidemment de travailler avec une agence qui soit sérieuse. Parce que ça, c'est important aussi, que l'agence soit sérieuse, qu'il ait mis sur le marché un bien qui est légal. Donc ça, ce serait la première chose. Et puis, une fois que le client a vraiment vu un bien qui lui plaît et qu'il est conforme avec les informations qu'il a reçues par rapport à ce bien, il faut savoir qu'il y a des démarches administratives à réaliser. La personne va devoir avoir un NIE, c'est un numéro d'identification pour étrangers. Il y a plusieurs manières de l'obtenir et ça c'est primordial. Sans le NIE, ils ne vont pas pouvoir acheter. Donc ça, ce serait déjà un des premiers points. Mais je dirais que la première chose, bien évidemment, c'est que le client fasse son choix sur un bien qui ait tous les documents en règle. Et ça, c'est une chose à vérifier, bien sûr. Ok, ça marche. Donc si je dois résumer un petit peu ce qu'on a besoin ici pour acheter en Espagne, donc ça sera un numéro d'identification étranger. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose, tel un compte bancaire espagnol ou quelque chose comme ça ? Tout à fait. Je conseille aux clients d'ouvrir un compte ici en Espagne. Alors, il y aura des documents à fournir, bien évidemment. Ok. Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir un compte bancaire ici espagnol ? Non, c'est pas plus compliqué qu'ouvrir un compte en France. Simplement, il y a des démarches, encore une fois, administratives. Et puis, il y a des normes qui sont établies par la communauté européenne pour tous les pays en Europe. Et ici, l'Espagne n'est pas l'exception. Donc, on renseigne aussi nos clients sur ce sujet. Les documents à apporter pour ouvrir un compte en Espagne et on peut les aider. Ok. Et le NIE, est-ce que c'est compliqué à obtenir ? Ça peut être un peu stressant, oui. Fastidieux. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs manières. On peut l'obtenir en France, à travers un consulat espagnol. Et aussi, on peut le faire ici en Espagne, la demande. Mais ici en Espagne, c'est un petit peu plus compliqué peut-être, dans le sens que le client doit être disponible pour les rendez-vous. Mais toi, tu aides du coup pour tout ce qui est démarche mon travail fait aussi partie, ça fait aussi partie de mon boulot de m'occuper de mes clients pour le NIE et d'organiser ça pour eux. Il y a des fois, je le fais souvent, même très souvent, par procuration. Pour simplifier du coup. Pour simplifier, justement, parce qu'il n'y a pas si tu veux, il n'y a pas des dates disponibles quand on veut. Donc, c'est très difficile d'avoir le client ici quand on a un rendez-vous. Donc, par conséquent, on conseille aux clients de nous donner une procuration pour pouvoir nous en occuper personnellement sans que le client soit présent. Et ça facilite les choses pour tout le monde d'ailleurs. La prochaine question serait un petit peu, quel est le rôle de l'avocat ou substitut avocat, j'ai envie de dire, qui est des conseillers en droit, ce qu'on n'a pas en France, et le rôle du notaire ici en Espagne ? Alors, comme je te disais, ou je vous disais à tous au début, la fonction du notaire espagnol n'est pas celle du notaire français. Et par conséquent, je vais parler dans mon cas, je m'occupe de préparer tout le dossier, de monter tout le dossier qui va être présenté chez le notaire. Également,
je suis la personne qui est en liaison avec l'agent immobilier, mais aussi avec l'avocat ou la personne qui va représenter le vendeur. On organise tous les papiers qui vont être faits et qui vont être présentés au notaire pour préparer la signature. Le notaire espagnol, comme le notaire français, va garantir la légalité du document. Il va également informer l'acheteur de l'état, j'aimerais dire de l'état légal, mais également financier du bien. Mais à l'instant T, pas en amont. Voilà, c'est ça le souci. C'est qu'il ne va pas prévenir une semaine ou un mois à l'avance. Il va le faire, le notaire va récupérer les papiers officiels 2 jours avant la signature. Et c'est le jour de la signature de l'acte qu'il va notifier les parties de ce qu'il a appris. Donc évidemment, s'il y a un souci sur la maison que le client projette d'acheter et qu'on le lui dit le jour même, c'est pas spécialement bien. Donc nous, on fait ce travail, c'est-à-dire on vérifie que tous les papiers sont en ordre, on demande à la partie vendeuse tous les documents qui légalement elle doit nous fournir. Et ça, c'est une chose qu'à moins que tu connaisses le processus d'achat en Espagne, tu vas pas savoir faire tout seul, quoi. C'est pas forcément un document qu'on demanderait en amont en tant que particulier. Non, si t'es pas au courant. Et puis surtout, moi, mon travail, c'est de m'assurer que mes clients, ils vont pas, une fois qu'ils vont être propriétaires du bien, ils vont pas avoir à payer des dettes ou des arriérés qui étaient dus au vendeur. C'est ça en fin de compte, hein. C'est de m'assurer que mon client, une fois qu'il a ses clés, tout est en ordre. Alors ça, je fais ça en amont, puis après, il y a ce qui vient derrière. Exactement, on va en parler juste après. Combien de temps à peu près il faut pour acquérir ici une propriété? Si demain je t'amène un client et il te pose la simple et unique question, dans combien de temps je peux être propriétaire ici en Espagne? Je dirais que tout va dépendre du NIE. Ok. Encore une fois, le fameux NIE. Si on peut avoir le NIE dans un délai assez rapide, et que le bien que mes clients projettent d'acheter ne présente pas de problème. Si le client dispose de ses fonds, parce que ça c'est autre chose, il y a les clients qui ont besoin de financer, dans un délai de 6 semaines, je dirais, c'est tout à fait faisable, même avant. J'ai eu des fois, j'ai pu faire un dossier sous 15 jours. Mais mon client avait le NIE rapidement, il avait déjà ouvert son compte en banque. Voilà, il y a une série de choses qui sont à faire avant, mais une fois que tout est en place, ça va très très vite. Pour nos clients français du coup qui nous regardent, il n'y a pas cette notion un petit peu de préemption urbaine que nous avons en France, où nous devons attendre minimum 8 semaines avant de pouvoir passer chez le notaire. Une fois qu'on a récolté tous les documents et que le client a aussi tous ses documents, donc que ce soit son NIE, ses fonds, principalement, on peut directement après signer chez le notaire. Non, ici, il n'y a pas un délai légal pour pouvoir acheter un bien, comme je disais. Il faut avoir le NIE. Sans cela, vous ne pourrez pas acheter parce que vous ne pourrez pas payer les impôts qui découlent de l'achat. Et si vous ne payez pas les impôts, vous ne pouvez pas enregistrer. Ensuite, il faut avoir un compte en banque pour pouvoir faire le virement des fonds depuis la France sur le compte espagnol. Et le jour de la signature, nous pouvons libérer les fonds et payer le vendeur. Donc, c'est des délais bureaucratiques, je dirais, mais pas parce que légalement, il faut attendre un délai spécial. Maintenant, j'aimerais, par rapport à ce que tu disais là tout à l'heure, par rapport au délai, aux obligations, il faut que les gens sachent qu'il y a une différence fondamentale avec la France, c'est que quand vous signez un compromis, d'accord, vous n'avez pas le délai de rétractation. Un contrat de réservation, c'est ça. Voilà, vous faites un contrat, vous allez signer un compromis ou un contrat. Alors ça dépend les agences. Il y a des agences qui font un contrat de réservation, il y a des agences qui font directement un compromis de vente. Hein, ça dépend la manière de fonctionner de chacun. Mais une fois que le client s'engage, il a signé un document et il a versé des arts, il doit savoir qu'il ne peut pas se rétracter.
Et s'il se rétracte, il va perdre les arts qu'il a versés. Dans le même sens, parce que évidemment la loi protège les deux parties, Bien sûr. si le vendeur ne remplit pas ses obligations et ne vend pas à la partie acheteuse dans le délai établi dans le compromis, il devra rembourser le double des arts qui ont été versés. Ça, en France, ça n'existe pas. Non. Donc ça, je pense, c'est important que les gens le sachent. Et justement, donc pour parler un petit peu de l'après, finalement, après l'achat, quelles sont les obligations légales? Alors, après l'achat, il faut savoir qu'il y a 2 impôts à payer. Ok. Donc, on a l'impôt municipal, comme son nom l'indique, l'argent va aller à la ville où se trouve le bien. Et après, il y a un foncier qui est à payer tous les ans et qui se paye 1 an en arrière. C'est-à-dire, un client qui va acquérir un bien en 2023 commencera à payer cet impôt en 2024. Il faut aussi savoir que vous n'allez pas recevoir une petite lettre vous indiquant que vous avez à payer. Les Espagnols estiment que c'est l'obligation du contribuable de savoir ce qu'il a à payer et quand il a à payer. Là encore, des personnes comme moi qui faisons ce travail, nous donnons à nos clients ce service de pouvoir s'occuper de leurs impôts qui s'appelle l'impôt de non-résident. De suivre correctement pour payer à échéance, etc. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce que nous faisons pour nos clients. Et puis, bon, c'est pas une obligation, mais c'était pour venir un petit peu reprendre un peu ce que tu disais. Quand le client a signé et que le bien lui appartient, dans mon cas, je vais parler pour moi. Bien sûr. Je m'occupe de mettre tous les contrats d'eau, d'électricité, gaz, s'il y a gaz, au nom de mon client. Je mets en place le prélèvement automatique. Sur le compte bancaire espagnol. Sur le compte bancaire espagnol, bien que, comme on est dans la zone CEPA, si le client ne désire pas conserver le compte espagnol, il y a possibilité de faire la domiciliation bancaire sur le compte français. Alors, est-ce que ça, c'est toujours, parce que je sais qu'on a forcément des Français, mais aussi des francophones qui vont regarder cette vidéo, est-ce que ça, c'est valable aussi bien pour la France que la Belgique? Oui, parce que ce sont des pays qui font partie de l'Europe. Donc, la Belgique a également la Belgique. Qui dit Belgique dit la Suisse, erreur. La Suisse, non. Les Suisses, pas la Suisse. Non, désolé. Pas possible. Les Belges, oui. Peuvent avoir leur paiement fait sur leur compte belge. On donne le IBAN et il n'y a pas de souci. Okay. Bon, ça dépend. Il y a des clients qui ne désirent pas faire ça et ils veulent conserver leur compte en Espagne. Il faut savoir que les frais des comptes espagnols sont assez importants. Pour les non-résidents? Oui. Pour les non-résidents, on va dans les 15 € mensuels à peu près. Selon les banques, bien évidemment, mais on tourne aux alentours de 15 € par mois de tenue de compte. Bien sûr. Ce qui peut être correct si, notamment les personnes qui viennent ici, viennent assez fréquemment, puisque ça permet de faire quand même les transactions quand vous venez, de ne pas avoir de frais de change avec vos cartes notamment françaises. Disons que si c'est les cartes françaises, il n'y a pas ils ne vont pas avoir des frais en tant que change, parce que ça c'est de l'euro. Non, mais des commissions. Des commissions que les banques vont leur prendre, voilà, tout à fait. Donc ça peut être intéressant de dire je paye 15 €, mais si à chaque fois que vous allez utiliser votre carte pour payer, votre banque va vous faire payer une com et qu'à la sortie, sur un mois de séjour, vous allez avoir 120 € de frais, c'était rentable de garder le compte espagnol. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est le choix du client. Après, nous, on explique les choses et les clients sont libres de décider comment ils veulent faire. Donc, on a parlé de différentes obligations légales pour après, donc au niveau des taxes, des choses qu'on devait payer après l'achat. On n'a pas parlé des choses que l'on devait payer pendant l'achat. Ah, exact. Important. Très important. Là, pareil, il y a une différence par rapport à la France. Donc, il y a un impôt qui est à payer sur le prix
d'achat. Et ça va dépendre de la région. Ici, on est très proche de la région de Murcie. Aujourd'hui, l'entrevue est faite à Orihuela Costa. Ça appartient à la province d'Alicante. Donc, mais nous sommes à 20 km de la région de Murcie. Et vous avez des biens aussi sur la région de Murcie. Donc, il faut dire que ici, dans la Comunidad Valenciana, province d'Alicante, c'est 10% d'impôt, en plus du prix d'achat. Et sur la région de Murcie, c'est 8%. Donc, il y a une petite différence. Et on a les frais de notaire et d'enregistrement qui tournent aux alentours de 1 600, 1 700 euros. Voilà. Grosso modo. C'est ça. Là, du coup, la différence avec la France, c'est qu'ici, le notaire n'est pas récolteur d'impôts. Oui. Voilà. Oui. Donc, si vous voulez, en France, on ne fait pas la différence quand on paye les frais de notaire, quand on fait un achat immobilier. On verse l'équivalent à peu près de 7-8% directement au notaire, lui ponctionne ses frais et ensuite reverse à l'État. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, du tout. Il y a 10% pour l'État. Donc, Isabelle aide aussi donc, après l'achat et la signature à verser cet impôt. Et donc, les frais de notaire sont équivalents donc, entre 900 et 1 500 euros. Ça dépend… Oui, ça va dépendre d'abord de la valeur du bien, Voilà. parce que les frais du notaire, c'est aussi en fonction du bien qui va être acheté. Clairement, les frais de notaire ne vont pas être les mêmes sur un bien qui coûte 50 000 euros que sur un bien qui coûte 1 demi-million d'euros. On est d'accord. On est d'accord. Mais quand je dis que nous partons sur des frais de notaire et d'enregistrement, je n'ai pas fait le distinguo entre l'un et l'autre, j'ai fait un cumul. Si on tourne aux alentours de 1 600, 1 700 euros, c'est disons pour la grande majorité des biens. En général, c'est ce que nos clients payent. Donc si on résume un petit peu tous les frais, ça tourne à peu près à 12,5%. Oui, même pas, non, je dirais. Moi, je parle pas, tu vois, je dis jamais 12%. En pourcentage? Non, je dis 10% d'impôts, si c'est pour la province d'Alicante, 8% pour la région de Murcie, et 1 700 euros, j'arrondis à 1 700 euros pour les frais de notaire et d'enregistrement. Et après il y a d'autres frais annexes. Il y a d'autres frais annexes. On a la commission que la banque va vous prendre pour le chèque de banque, parce que je conseille à mes clients de ne pas verser la totalité du prix d'achat via un virement bancaire, mais de faire un chèque de banque qui est remis devant notaire. C'est par sécurité, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il peut y avoir en dernier moment un souci et qu'on ne puisse pas signer, et dans tel cas, mes clients ressortent avec leur chèque qui est valable 3 mois. Donc, si la signature est reportée d'1 semaine, il n'y a pas de souci. Donc, il y a les frais de banque, il va y avoir l'assurance maison, qui en Espagne n'est pas obligatoire, alors qu'en France, elle l'est. Ici, vous n'avez pas d'obligation d'avoir une assurance pour votre maison, mais c'est mieux. Mais c'est hautement recommandé. C'est mieux quand même. Bien sûr. Et ensuite, il y a mes frais, par exemple, parce que je ne travaille pas gratuitement. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, Isabelle? Non, je crois que c'est tout. Et ce qui est important, je reviens juste sur ce que tu as dit concernant le prix de vente qui est donné donc, devant le notaire. Et c'est bien important de dire devant le notaire et non pas au notaire. Parce qu'en Espagne, le notaire ne récolte pas la somme et le reverse au vendeur. La somme transvase directement de l'acheteur au vendeur. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour cela aussi que je disais tout à l'heure, quand on a commencé notre petite conversation, que la fonction du notaire est totalement différente. Les notaires espagnols ne récupèrent pas les fonds et ne payent pas le vendeur. C'est pour ça qu'il est important d'y avoir quelqu'un qui va vérifier pour l'acheteur chaque étape, qui va aussi calculer les frais qui sont inhérents au vendeur. Ça, il faut le savoir, que quelqu'un qui vend un bien a des obligations fiscales. Et ces obligations fiscales retombent sur l'acheteur. Donc, il est fort important de savoir depuis le début où on va, comment on fait les choses, parce que sinon, il peut y avoir vraiment des dégâts à la sortie. C'est pas que je veuille alarmer les gens, je veux simplement leur faire comprendre qu'il est important d'avoir quelqu'un qui les assiste s'ils ne connaissent pas le système espagnol ni la langue. Bien sûr.
Voilà. C'est un pays différent, il y a des règles Voilà. et des coutumes différentes, donc c'est important de se faire accompagner Voilà. par des professionnels pour que l'achat se passe Donc, le mieux possible. J'aimerais dire simplement pour les gens qui te suivent que ça fait 36 ans que je suis en Espagne, hein, d'accord. Moi, je suis originaire de Cherbourg, en Normandie, mais ça fait plus de 36 ans que je suis en Espagne. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier, 20 ans à mon compte. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés par mes mains. Et c'est toujours avec plaisir que je rencontre et que j'informe aussi les gens. Bien sûr. C'est-à-dire que tu me connais, on se connaît déjà un petit peu maintenant. Ma façon de travailler, c'est d'essayer de me mettre à la place des personnes parce que c'est pas que j'essaye de me mettre à la place, j'ai été à leur place. Bien sûr. J'ai pas toujours parlé l'espagnol, je connaissais pas toujours comment ça se passait. Et je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui veille sur toi quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien et que tu ne domines pas la langue. Et puis pour les francophones qui nous regardent aussi, tu es française de base, donc tu parles très bien français, donc forcément ça aide aussi. Oui, ça fait 36 c'est rassurant. Ça fait 36 ans que je suis là, mais j'ai voilà. j'ai pas encore oublié. Ça s'oublie pas. J'ai pas oublié le français, non. Des fois je cafouille, hein, voilà. C'est normal. Je pense en espagnol, ça fait 36 ans que je suis là, mais non. Et puis je pense que j'ai aussi l'empathie de me mettre à la place des gens. Parce que parce que je suis passée par là. Des fois, les gens qui sont pas partis dans un autre pays, qui ne connaissent pas les craintes qu'on peut avoir, parce que ça, les gens, c'est normal. Tu achètes un bien, tu fais un investissement important. Et pour certains de mes clients, c'est les économies d'une vie. Bien sûr. Qu'ils vont mettre dans un bien, qu'ils vont investir dans un bien en Espagne. Ils ne peuvent pas se permettre que ce soit dans un petit prix ou dans un prix plus élevé. C'est des économies de beaucoup d'années de travail. Et ils viennent ici avec la joie de dire voilà, je vais profiter de ma retraite, ou c'est des gens plus jeunes qui veulent avoir un pied-à-terre en Espagne. Et la considération est la même de toute manière. La considération est la même. Moi, je ne fais jamais de différence pour mes clients par rapport au bien qu'ils vont acheter. Moi, mon travail est le même, que ce soit un bien de 50 000, que ce soit un bien de 500 000. Mon travail est identique. Voilà. Comme tu disais justement, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde n'a pas le même objectif d'achat. Il y en a qui viennent pour la retraite, mais il y en a aussi qui viennent pour investir. Ici, quelles sont un petit peu les différentes obligations quand on veut louer un bien, par exemple ? Oui, tu as raison d'en parler, Lisa. Quand les gens décident d'acheter un bien dans l'optique de le louer, il faut qu'ils sachent qu'ils ont l'obligation d'avoir une licence touristique. Okay. C'est une loi qui a été mise en place il y a quelque temps maintenant, suite à de nombreuses plaintes de la part des hôteliers qui se trouvaient lésés parce que eux, ils ont beaucoup d'obligations légales et fiscales, hein, il faut le savoir, et ils pensaient que les particuliers qui louent leurs biens et ne déclarent pas forcément les revenus, leur faisait de l'ombre. Voilà. Donc maintenant, il faut avoir une licence touristique. Et d'ailleurs, si vous voulez publier votre bien sur des sites, style booking.com, style Airbnb, et ils vont vous demander le numéro de licence. Alors, il faut savoir que la licence, ça ne s'obtient pas en claquement des doigts. Hein. Ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. Ça va dépendre aussi d'où se trouve le bien, puisque la mairie a son mot à dire. Quand on fait une demande de licence touristique, il faut savoir que la mairie est la première à donner son accord ou pas pour que ce bien soit mis en location. Et puis après, il y a tout, je ne vais pas rentrer dans des détails parce qu'on y passerait un bon petit moment. Mais bon, je sais qu'il y a des agences immobilières comme la vôtre qui s'occupent d'accompagner les clients. On s'occupe de la demander directement. Voilà. Nous, on s'occupe en fait de faire toute la partie administrative sur la demande de licence et après, forcément, sur la gestion de biens, parce que nous sommes aussi une agence qui fait aussi conciergerie et donc gestion de biens immobiliers. Donc nous, on s'occupe en fait de demander la licence pour vous et après donc de s'occuper tout simplement de votre bien en gestion. Oui, mais ça c'est important. C'est important. Toutes les agences ne le font pas. Il faut que les gens le sachent. C'est pas l'obligation de l'agent immobilier de vendre un bien avec une licence touristique. La licence touristique est donnée au bien.
Elle n'est pas donnée Exactement. à la personne. C'est une très bonne réflexion. Donc, je sais qu'il y a des agences, dans le cas de vous, il y en a, je sais parce que j'ai un client qui vous a acheté un bien, je me suis occupée de lui et le bien avait déjà une licence touristique, donc ça c'est un avantage. Ce que je disais, c'est que donc, la licence touristique est rattachée à un bien, donc ça c'est vraiment important. Donc si vous achetez un bien qui a déjà une licence touristique, vous pourrez louer directement votre bien. Et en revanche, si le bien n'a pas de licence touristique, pas d'inquiétude, nous pouvons l'obtenir pour vous. Et une fois la licence touristique obtenue, eh bien, le bien peut être mis en location en ligne. D'accord. Alors, il faut savoir que si vous allez louer votre bien, voilà, vous avez quand même des frais. Eh bien oui, il va y avoir, hélas, à passer par la case impôt. Comme partout, on n'y échappe pas. Non, les Espagnols ne sont pas différents aux Français, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez une déclaration d'impôt pour pouvoir régler sur la location que vous avez fait, il va falloir avoir payé l'impôt. Ensuite, peut-être… Donc, un impôt qui est de 19% pour les Européens et 24% pour les non-Européens. Voilà. Donc, normalement, il faut faire une déclaration trimestrielle. Si vous faites de la location longue durée, parce que vous pouvez avoir une licence touristique, mais vous pouvez avoir également… ça, c'est pareil, c'est le choix du client. Bien sûr. Il y a des clients qui veulent avoir un bien exclusivement en location. Maximiser la rentabilité. Voilà, donc dans ce cas-là, bien évidemment, les locations locatives de courte durée sont, disons, plus… à la fin du… plus avantageuses. Plus avantageuses. Et il y a aussi la possibilité de louer sur de la longue durée. C'est-à-dire, imaginez que quelqu'un a un bien et qu'il trouve un locataire qui veut le louer pendant 2 ou 3 ans. Il faut savoir que le gouvernement espagnol fait une réduction d'impôt assez conséquente quand c'est de la location de longue durée. D'accord. Parce que comme il y a vraiment un manque de logements en Espagne en location, ils essayent de booster la location en donnant aux propriétaires des avantages fiscaux. Des avantages fiscalement parlant pour pouvoir réduire les frais d'impôt s'ils font une allocation sur la longue durée. Et est-ce que toi tu t'occupes de la fiscalité Alors moi personnellement non. D'accord. Mais je suis entourée. Parce que là, c'est moi qui suis ici aujourd'hui, mais il y a une équipe derrière. Il y a une équipe derrière. Et j'ai des personnes qui peuvent s'occuper de mes clients pour faire les déclarations d'impôts, pour toutes ces choses-là, bien sûr. Ce qu'il est important de préciser aussi, c'est que, pas pour vous effrayer, mais si vous avez ici un logement en location et que vous payez des impôts ici, il faudra aussi le déclarer en France. Vous ne serez pas doublement imposé, ne vous inquiétez pas, vous avez des accords entre la France et l'Espagne, mais c'est quand même important de le notifier sur vos fiches d'imposition françaises. Oui, et puis il faudra notifier à la France que vous avez acheté un bien en Espagne. Voilà. Et il faut savoir aussi… le compte bancaire aussi. Avec le compte bancaire, voilà. Et puis il faut savoir que quand vous allez avoir acheté votre bien en Espagne, l'Espagne va vous demander d'où viennent les fonds. Vous allez… voilà. On n'a pas de système de traque-fin. Mais mais l'Espagne, dans l'optique, comme tous les autres pays européens, d'éviter le blanchiment d'argent, va vous demander de justifier la provenance des fonds pour votre achat. Voilà, donc, et puis la France, pour l'appel de fonds que vous ferez pour acheter, ils vont vous demander également que vous justifiez votre achat, donc avec un contrat ou choses comme ça. Donc ça aussi, mais enfin bon, c'est des détails après que on explique tout ça à nos clients, toi à tes clients, moi à mes clients, on leur explique tout ça. Et puis moi j'accompagne mes clients de toute façon de A à Z. De A à Z. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, ils n'ont pas encore, même pas encore décidé ce qu'ils veulent acheter. Donc j'ai souvent des clients, on s'assoit ensemble et on parle, je leur explique le processus en Espagne et puis après je les suis pendant toute la durée et puis après quoi, voilà. Le fait que mon client ait acheté ne veut pas dire qu'après moi je ne sois pas disponible, moi ou mes collègues, Bien sûr.
qu'on soit disponible pour les aider s'ils ont une question en particulier. S'ils ont décidé, il y a des gens qui avaient acheté un bien pour eux, et puis pour profiter eux simplement du bien. Après, bon, pour des raisons ou d'autres, ils ont pu décider de vouloir le mettre en location. Et voilà, t'es pas obligé de décider dès le début que ton bien va être pour une location. Ça peut être un bien que vous avez acheté pour passer vos vacances une fois l'année, et puis vous vous dites en fin de compte, tiens, j'ai possibilité de louer, et puis pourquoi pas le faire. Et donc là, vous allez faire votre demande de licence et puis faire les choses correctement. Bien sûr. De toute manière, il n'y a pas de questions bêtes, hein, surtout pas. Il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre. Aussi bien moi que Isabelle, nous on est là pour répondre à un maximum de vos questions, de vous accompagner vraiment du début jusqu'à la fin sur votre processus d'achat et bien après, hein, sur le processus de fiscalité, de taxation, d'imposition, etc. Donc vraiment, on est là pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre sur votre projet et que voilà, votre projet soit le plus simple pour vous, le plus simple possible. Puis comme tu disais, il n'y a pas de question idiote. Hein, le fait que ce soit un pays qui n'est pas le tien, bien sûr. C'est normal que tu aies plein de questions au début. Après, les gens, une fois que certains mois sont passés, un nombre de mois sont passés, ils commencent à s'habituer, à voir leur relevé bancaire, à comprendre ce que c'est, comment, quelle chose est quoi. Et puis voilà, ça s'enclenche tout naturellement. Et puis il y a quand même, il faut dire, je crois que c'est important, depuis quelques années, il y a vraiment un engouement de la part des Français et des Belges pour venir ici, alors que dans le temps, je remonte à quelques années, les gens restaient plus sur la Costa Brava, au niveau de la frontière. Au niveau de la frontière. Maintenant, les gens descendent ici. Il fait plus chaud ici. On a un super climat. On a de très bonnes infrastructures routières. Il y a un aéroport à Alicante, il y a un aéroport à Murcie. Bon, celui de Murcie, il ne fonctionne pas très bien sur la France, mais par contre, avec la Belgique, ça marche bien. Avec l'Angleterre aussi. Voilà, et puis avec l'Angleterre. Mais surtout, on a des services d'autoroute et bien tout sûr. Qui est super. 300 jours de soleil par an, ce qui est quand même assez incroyable pour le souligner. Oui, non, on est privilégiés, il faut reconnaître. On a des températures de 20 13 degrés. Janvier, et il fait à peu près 20 degrés. À peu près 20 degrés. Ouais. Vous voyez, on est en manche courte, voilà. Et puis aussi dire qu'il y a une communauté francophone importante. Donc au début, c'est vrai, ça peut faire peur de dire je vais acheter un bien dans un pays étranger, même si on va avoir quelqu'un comme Isabelle ou comme Lisa qui va nous accompagner. Après, on ne va pas vous tenir la main non plus vitam aeternam. Mais non, mais il y a une communauté francophone derrière qui est fort importante et fort active. Il y a des forums, il y a des groupes Facebook où les gens échangent des adresses de restos sympas, de plein de trucs. De plombiers, voilà, sincèrement, c'est pas vous n'êtes pas tout seul. Non, du tout. Quand vous venez ici, vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez faire des amis. Ça aussi, il faut le dire. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont fait plein d'amis, plus qu'en France. Je ne sais pas si c'est le fait d'être dans un pays étranger, que tu resserres les coudes un petit peu avec tes compatriotes, mais ils font des bons copains de vacances. Et puis après, quand ils s'installent ici, ils ont vraiment une vie sociale assez active. Ça aussi, il faut le dire. Et puis le fait qu'on a un climat vraiment privilégié fait qu'on peut faire plein d'activités en extérieur. Moi qui viens de Normandie, c'est les activités à l'extérieur, disons que pas toute l'année. Un peu plus fraîche et mouillée. Mais ici, non, on a vraiment de la chance. Super. On a vraiment de la chance. Donc là, on vient vraiment de parler de la partie plutôt acheteur. Il faut savoir qu'il y a déjà une belle communauté de Français qui vit donc déjà ici et qui souhaite repartir sur d'autres projets. Qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant pour la partie vendeur qu'est-ce qu'il faut savoir avant de vendre une propriété? Voilà, alors il faut savoir que quand vous avez un bien en Espagne que vous allez vendre, hélas, il y a la case impôt qui revient. Eh oui. Il y a un impôt qui va être ponctionné d'office si vous n'êtes pas résident fiscal. Être résident fiscal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous payez vos impôts sur le revenu en Espagne.
Et ça, je veux vraiment mettre le point sur ça. Il y a des gens qui ont fait la demande de résidence en Espagne, mais qui n'ont jamais payé leurs impôts sur le revenu en Espagne. Je sais, ça paraît un peu incroyable, mais c'est vrai. Et bien évidemment, ils ne vont pas pouvoir bénéficier du système du résident fiscal s'ils n'ont jamais payé d'impôt en Espagne. Est-ce que c'est parce que la majorité de leurs intérêts fiscaux sont dans un autre pays? C'est parce que, volontairement, parfois, ils ont décidé de ne pas devenir résidents fiscaux en Espagne parce que ils vont payer plus d'impôts ici qu'ils ne paieraient en France. Donc, ils ont décidé d'habiter en Espagne. Comme on est une communauté européenne, il y a liberté de mouvement, on n'a pas besoin de justifier nos entrées et nos sorties du territoire. Hein, c'est pas comme maintenant avec les Anglais qui sont obligés de tamponner leur passeport et qui ont un délai de 90 jours. Là, nous, les Français, ou Belges, hein, je dis Français, on peut rentrer sur le territoire espagnol sans avoir à justifier combien de temps on va être ici. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de contrôle. L'État espagnol ne peut pas contrôler si quelqu'un passe plus de 165 jours ou pas l'année. 185 jours, pardon, l'année. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leurs impôts. Donc, vous n'êtes pas résident fiscal, vous allez être ponctionné d'office de 3% du prix de vente. Ça correspond à quoi, ces 3%? Ces 3%, disons, c'est l'État espagnol, il se dit, ok, ces gens-là vont vendre, ils vont repartir dans leur pays, ils ont peut-être créé une plus-value au moment de la vente, ils s'en vont, et qu'est-ce qui se passe s'ils ne payent pas? Donc, l'État espagnol dit, mieux vaut prévenir que guérir, je prends 3%, déjà j'ai déjà pris ça, et puis si après ils ont fait une plus-value qui représente une somme d'impôt plus importante à payer, eh bien, ils vont leur envoyer une complémentaire en leur disant les 3% qu'on vous a pris ne sont pas suffisants et on vous réclame tant. Et à l'inverse? À l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas créé de plus-value, ils ont acheté pour plus ou au même prix, ou alors ils ont acheté pour moins mais ils ont fait des travaux et ils ont engagé des frais qui peuvent être déduits inférieure à 3%. Voilà. Et ils ont le droit à qu'on leur rembourse les 3%. Donc, il faut savoir que les impôts ne vont pas vous les rembourser d'office. Automatiquement. Non. Eux, ils espèrent clairement que, avec un peu de chance, vous allez oublier que vous avez le droit à être remboursé. Vous n'allez jamais les réclamer, et puis c'est toujours ça, pris sur l'ennemi. Donc, ils ne vont pas vous rembourser d'office vos 3%, vous devrez faire la demande, il y a tout un dossier à monter. Là, c'est pareil, mon cabinet peut vous aider dans cette démarche et réclamer le remboursement des 3%. Donc, c'est aussi l'importance d'être à jour dans vos impôts de non-résidents, ce que j'ai parlé un petit peu avant pour la partie acheteur, que quand vous avez un bien, vous devez payer tous les ans un impôt. Si vous n'êtes pas résident fiscal, vous devez payer cet impôt qui s'appelle l'impôt de non-résident. Si vous ne l'avez jamais payé, ils vont vous tomber dessus à la sortie. Voilà. Vous n'avez jamais payé, l'avantage ici, ils peuvent simplement réclamer sur 5 ans. Donc, quand on vous a pris vos 3%, on remarque que vous avez le droit d'être remboursé, mais que vous n'avez jamais payé vos impôts de non-résident, on peut vous mettre à jour à ce moment-là. Vous aurez à payer une petite amende, parce que vous n'avez pas rempli vos obligations fiscales en temps et en heure. Mais bon, ça ne va pas chercher loin. Voilà. Et on peut vous aider aussi dans cette démarche. Alors ça, c'est déjà une chose d'office, 3%. Et puis après, il y a la plus-value municipale. Quand il y a une transmission de biens, dans une vente, par exemple, ça peut être aussi pour une donation ou une succession, mais quand on parle de vente, il y a une plus-value à payer à la mairie si vous vendez pour plus que vous n'avez acheté. La mairie ne prendra pas en ligne de compte les frais que vous avez eus au moment de votre achat. Ils vont regarder purement et simplement prix de vente, prix d'achat. Je vous donne un exemple. Vous avez acheté votre bien à 130 000 € et vous le vendez à 132 000 €. Vous aurez une plus-value à payer qui sera calculée par rapport au nombre d'années que vous avez eu votre bien. Ça, c'est important à savoir. Donc ça, ce sont les deux obligations fiscales qu'aura le vendeur. Ensuite, il a l'obligation de présenter certains papiers à la partie acheteur, comme peut être le certificat d'efficience énergétique.
Donc ça, c'est pareil, l'agence, j'imagine, je parle en général, les agences peuvent s'occuper de vous l'obtenir, et si les agences ne le font pas, nous, on s'en occupe. Donc ça, c'est comme le DPE en France, le diagnostic de performance énergétique. C'est globalement le même document. Voilà. Il n'y a pas autant, par contre, de rigidité au niveau de ce document ici en Espagne. Notamment, je refais juste un petit laïus sur la location. Ici, on n'a pas de réglementation vis-à-vis de ce diagnostic de performance énergétique sur les locations. C'est juste un document qui est demandé pour avoir l'information sur le bien, de quelle est sa classification finalement énergétique. Oui. Dans les locations de courte durée, non, mais parce que les gens ne payent pas, comment ça s'appelle, les frais d'électricité, c'est inclus dans la location. Mais si le client va faire une location sur de la longue durée, il y aura notifié, là, bien sûr. Il faudra prévenir le locataire du résultat du certificat. Donc ça, c'est une des obligations. Et puis après, selon où se trouve le bien, il y a d'autres obligations, comme peut être le certificat d'habitabilité qu'il faut présenter. Et c'est ça, disons, les 2 documents qu'on va vous exiger. Voilà. Ok. Mais pareil, nous, quand notre client nous contacte, comme quoi il a mis son bien en vente et qu'il a eu une offre qui lui a été proposée, on s'assoit pour expliquer à notre client tous les frais qui vont découler de cette vente, pour qu'il sache exactement combien il va avoir dans sa poche une fois qu'il aura tout payé. Voilà, qu'il aura tout payé. Et puis, si le client décide de vendre, parce que ça lui convient, on le représente dans la vente. Et on va être pareil, on va être en contact avec l'avocat de l'autre partie. Et puis, on va monter le dossier pour la vente. Voilà, la même chose se reprend que pour la partie achat. Voilà, que pour l'achat. Et donc, ma dernière question, ça serait un petit peu, ici, quand tu achètes un bien, quelle est l'importance finalement de faire un testament ? Alors, nous conseillons fortement à nos clients, nous leur conseillons fortement de faire un testament ici en Espagne pour éviter après à avoir à ramener trop de documents de la France. Imaginez que quelqu'un a un bien, qu'il vienne à décéder, il n'a pas fait de testament. Les Espagnols vont demander à la famille qu'ils prouvent qu'ils sont les héritiers de cette personne. On ne va pas les croire sur parole simplement parce qu'ils viennent en disant voilà l'acte de décès, c'était mon mari ou c'était mon père. Non, non, il va y avoir à amener un acte de notoriété qui sera fait en France, qui devra être traduit, qui devra... Enfin, voilà, il y a tout un comment vous dire, un processus de justification de pièces qui devront être apportées pour pouvoir faire la succession. Et nous conseillons donc de faire un testament où là, vous allez déjà donner toutes les informations en fin de compte. Votre testament va être comme un acte de notoriété. Et vous allez dire avec qui vous êtes marié, ou si vous avez été marié dans le passé, combien vous avez d'enfants, et à qui dans quelle proportion vous laissez vos biens. Faciliter la succession. Voilà, faciliter la succession. Ça ne représente pas une grosse somme d'argent. Le testament ici, disons les frais de notaire et nos frais à nous, parce que le testament est fait en 2 langues. C'est-à-dire qu'on le fait à double colonne, on fait une partie espagnole, une partie française pour que nos clients sachent exactement ce qu'ils signent. Et après, on les accompagne chez le notaire parce que la loi oblige aussi à ce que la traduction verbale soit faite au moment de la signature. Donc, tout mis l'un dans l'autre, pour un couple, par exemple, nous parlons, dans mon cas, parce qu'évidemment, les honoraires ne sont pas les mêmes d'un bureau à l'autre, chacun établit ses frais, mais ça tourne aux alentours de 300 € pour un couple, frais de notaire compris. Parce qu'il faut savoir que le testament est signé devant notaire, il va être enregistré au registre des testaments qui existent en Espagne. C'est super sécurisé. Et voilà, c'est une démarche qui n'est pas plaisante, parce que personne n'aime faire son testament. J'ai jamais vu quelqu'un qui vienne me faire de gaieté de cœur. De manière non. Heureuse. Mais bon, c'est une case qui est à cocher dans les choses à faire. Ok. Et éviter des problèmes par derrière aux personnes qui devront, hélas, s'occuper de la succession. Ils auront déjà assez de soucis, sans en plus
en rajouter. D'autres choses à gérer. Ouais. Éventuellement. Super. Eh bien, écoute, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à les noter finalement en commentaire, de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta pronto.